Nous allons aujourd'hui parfaire nos connaissances de la programmation orientée objet en parlant de l'héritage. On a passé la majorité du premier semestre à parler en réalité de programmation impérative. La programmation impérative, c'est la programmation qui s'intéresse aux modifications du programme ou à l'écriture de programme en fait dans lesquels on va modifier, comme par exemple ici, l'état du programme à l'aide d'instructions qu'on appelle impératives. Donc par exemple, si j'ai une variable qui vaut 5 et que j'écris x égale x plus 5, là, je vais me retrouver à la fin de ce programme avec ma variable qui vaut 10, et puis, eh bien, c'est ce qu'on appelle la programmation impérative. On a rajouté à tout ça des boucles, des fonctions. Dans un deuxième temps, on a commencé à parler de programmation orientée objet, où on a rajouté en fait une couche d'abstraction sur les variables de type simple comme int ou par exemple boolean, en faisant en fait des variables plus complexes, en permettant des abstractions plus complexes qui contiennent plusieurs variables et puis les méthodes qui s'appliquent à ces variables. C'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Et puis avec ça, on a pu modéliser des objets comme par exemple lorsqu'on écrit class person, et bien là, je définis en réalité un nouveau type pour pouvoir stocker des personnes dans lesquelles je peux mettre ce qu'on appelait des attributs. Alors par exemple, une personne, si on imagine quelqu'un, mais on va dire une personne est caractérisée par exemple par son âge et puis par son nom. Ce nouveau type qu'on définit grâce à ça, eh bien, il contient ici ce qu'on appelle des attributs. Alors ça, c'est les attributs, cette partie-là. Et puis, il peut potentiellement aussi contenir des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui vont être dans la classe et qui vont agir sur l'objet lui-même. Et puis, on pouvait également construire des instances. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, eh bien, avec ce nouveau type, plus loin dans mon code, à un endroit, je peux écrire person p equals new person. En fait, je vais définir une personne. Alors, on avait vu, par exemple, ici, qu'on pouvait rajouter des arguments à l'intérieur avec le principe des constructeurs, pardon. Et puis, ça nous permettait de construire des instances. Voilà, les instances. Dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait, il manque encore quelque chose. Imaginez la situation où vous avez une classe personne, avec les deux attributs qu'on a vus tout à l'heure, donc l'âge et puis le nom, et puis que vous souhaitiez faire une nouvelle classe, en conservant la classe originale, dans laquelle, en fait, vous auriez les mêmes attributs que dans la classe personne, mais vous voudriez rajouter, par exemple, un salaire. Et bien, pour faire ça, vous êtes obligé de refaire une classe avec tous les attributs à l'intérieur. On va voir qu'il y a un mécanisme qui permet de spécifier les relations entre les classes, et ce mécanisme s'appelle l'héritage. On n'a également pour l'instant pas la possibilité de dire, ben voilà, tel ou tel objet a l'obligation de posséder certaines méthodes. On n'est pas certain que des objets possèdent des méthodes, on n'est pas certain qu'on puisse appeler ces méthodes-là, et on a un mécanisme qui permet de faire ça qui s'appelle les interfaces et les classes abstraites, qu'on va également voir aujourd'hui. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va vouloir réaliser des interfaces utilisateurs, eh bien il faut le tout. Regardez la situation qu'on a à droite ici, on a donc différents... ici on a une fenêtre graphique, une Graphical User Interface, qu'on raccourcit souvent par GUI, Graphical User Interface, Graphical User Interface. Et bien pour faire une telle GUI, ce qu'il faut, c'est donner des relations entre les classes. Alors regardez par exemple, si on regarde ici, eh bien là on a une progress bar. Eh bien cette progress bar contient en réalité les mêmes opérations que celle du haut, celle-ci aussi. C'est le même type de progress bar. Elles ont des relations entre elles et ça va être géré avec l'héritage. Tous les boutons qui sont là, tous les composants qui sont ici au milieu, celui-ci, celui-là, mais aussi celui-là, en fait sont tous cliquables et pour réaliser ce comportement de cliquable, on peut aussi cliquer par exemple ici dessus, vous le savez très bien, eh bien, sur toutes ces choses-là qui sont cliquables pour dire, eh bien, ces objets-là possèdent une méthode qui permet de cliquer, eh bien, ça c'est quelque chose qui va être réalisé avec ce qu'on appelle les interfaces
qui ne sont pas à confondre avec les interfaces graphiques, mais les interfaces qui vont nous permettre de réaliser ce mécanisme d'obligation pour les classes. Ça va être le sujet de la semaine prochaine. L'objectif principal de la thématique du jour, c'est de pouvoir comprendre et utiliser quelques-uns des principes avancés de la programmation orientée objet, les principes d'héritage qu'on va voir en premier. On va ensuite voir que ce principe d'héritage est lié à certaines règles de visibilité. Et puis finalement, on va parler des interfaces et on va conclure avec les classes abstraites en voyant les liens qu'il y a en fait entre les interfaces et les classes abstraites dans un troisième temps. Commençons cette exploration de la programmation orientée objet avancée par le mécanisme de l'héritage. Ce mécanisme de l'héritage va nous permettre de passer des attributs en fait depuis une classe vers une autre classe qui va s'appeler la classe enfant. Pour faire cela, je vous propose dans un premier temps que nous considérions un exemple, l'exemple d'un rectangle auquel on va rajouter une couleur. Pour montrer le mécanisme de la surcharge des méthodes, ce que j'ai fait ici, c'est définir une classe adulte, comme présenté dans le slide. Et puis, cette classe adulte, elle a un attribut name et une méthode talk qui nous retourne un string qui est simplement composé par hello my name is avec le nom de la personne ensuite. Donc, j'ai aussi défini ici une classe child qui est en adulte, puis qui pour l'instant ne contient aucune surcharge ni d'attribut ni de méthode. C'est donc un clone quelque part de la classe adulte qui est au-dessus. Grâce à ces deux classes, je peux créer ici un adulte. Et puis je peux, par exemple, dire que le nom de l'adulte c'est Pierre-André. Je peux créer un enfant. Pour prénom par exemple. Ici. Si maintenant j'appelle la méthode talk sur l'adulte, voilà, hello, my name is Pierre-André, sans aucune surprise. Si maintenant j'appelle ça sur la classe enfant, c'est le même comportement parce que c'est la même méthode qui est appelée. Je peux maintenant, si je souhaite, redéfinir le comportement de ce qui va se passer dans la méthode de la classe enfant. Pour faire ça, je redéfinis simplement la méthode talk, je reprends le même prototype et puis je change le contenu. Alors un enfant, on va imaginer que ça fait pas tout à fait la même chose qu'un adulte lorsque ça parle. On va dire hey, I'm a child and my name is. Et on rajoute le nom. Alors là, vous voyez, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ne voit pas le nom dans la classe child, mais comme on en hérite, en fait, il est quand même accessible. Maintenant, si je fais parler un enfant, on va avoir ici hey, I'm a child and my name is Clémentine. Et si c'est un adulte qui parle, on va avoir hello, my name is Pierre-André. Parfois, ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on redéfinit une méthode, on rajoute ce qu'on appelle ici une annotation @override, qui signifie en fait, ces annotations sont destinées au compilateur, puis ça signifie ici je suis en train de redéfinir une méthode qui existe. Alors pourquoi on voudrait dire quelque chose comme ça au compilateur? C'est pour lui dire compilateur, aide-moi, si jamais je me trompe, là je suis en train d'essayer de redéfinir une méthode, mais si je me loupe par exemple dans le prototype, si ici je dis la méthode talk elle retourne rien, ou bien elle retourne, ou bien je peux dire ça comme ça, je dis ok la méthode talk elle prend un int en entrée, et en fait si on fait ça on n'est pas en train de redéfinir la méthode là où il n'y a pas de int, donc si on dit j'essaie de redéfinir la méthode qui existe déjà, et puis je prends un int, là le compilateur va me dire attention, la méthode talk elle doit surcharger les méthodes qui existent déjà dans le supertype, ce qui n'est pas le cas ici parce que la méthode ne redéfinit pas. Donc le override qui est là, il n'est pas obligatoire, mais il nous aide à découvrir ce genre d'erreur. Finalement, on peut aussi constater qu'on a déjà utilisé, sans vraiment y faire très attention, ce mécanisme de surcharge des méthodes. En effet, lorsqu'on écrit public string to string, en fait,
cette méthode qui sert à donner la représentation textuelle d'une classe, eh bien en fait, on est obligé de lui donner ce prototype, et en fait, si je mets ici le override, il n'y a pas d'erreur, donc il existe une méthode dans un des supertypes d'adultes qui définit ce prototype-là. Alors on peut se demander, mais en fait, pourquoi de quel supertype on parle? Parce que adulte hérite de rien. Mais en réalité, toutes les classes, lorsqu'on les écrit comme ça, implicitement, ce qui est donné, c'est que chaque classe extends object, qui est la superclasse de toutes les classes. Comme on le voit ici, vous voyez, la classe object est la racine de la classe hiérarchie, et c'est dans la classe object que définit cette méthode toString. Vous avez ici la représentation UML de ce qu'on a implémenté dans l'exemple tout à l'heure. Donc on a la classe rectangle qui contient des attributs width de type int, height de type int et position de type point2d, avec la méthode getSurface qui va retourner un int. Comme vous pouvez le voir ici, on a 2.int qui signifie, eh bien, ça retourne un int. Cette représentation UML qu'on utilise beaucoup en programmation et en génie logiciel, eh bien, on peut la compléter ici avec un exemple un peu plus complet. Donc on a notre rectangle ici en haut, et puis là on a le rectangle coloré qui hérite, en fait cette flèche ici signifie hérite de la classe du dessus, avec cet attribut supplémentaire color qui est là. Et à droite vous avez le code complet pour référence. Vous trouvez ici une définition complète de ce que c'est l'héritage. Je vous propose de lire cette définition maintenant. Alors, les sous-classes et les classes nous donnent ici, comme on a un petit dessin là sur la gauche qui nous montre une relation de classe entre des différentes classes. On a des classes, des sous-classes. On peut aussi appeler la classe du dessus la superclasse et les classes du dessous les classes enfants. De la même manière, la classe du dessus, on peut aussi l'appeler la classe parent. De manière générale, si on regarde ce qui se passe en termes d'abstraction, lorsqu'on descend dans la hiérarchie de classe ici, on est de plus en plus spécialisé. Et si on regarde dans l'autre sens, c'est de plus en plus abstrait. Voilà comment on peut voir en fait ces relations de classe au niveau de l'héritage. D'un point de vue conceptuel, en réalité, par héritage, en fait, les sous-classes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont tout d'abord hériter des méthodes du parent et hériter des attributs du parent. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite avoir comme comportement par défaut en réalité avec les classes. Ce qu'on n'a pas encore discuté, c'est ce que les sous-classes peuvent faire. Eh bien, les sous-classes, concrètement, on va voir qu'on peut ajouter de nouvelles méthodes dans une sous-classe. Donc on peut avoir des méthodes en plus dans les classes enfants que dans les classes parents. On peut aussi avoir des nouveaux attributs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu par exemple avec le rectangle coloré. On a rajouté un attribut dans la classe. Et on va pouvoir également redéfinir des méthodes qui existent déjà dans la classe parent. Donc les classes enfants vont redéfinir potentiellement les classes de leurs parents pour faire autre chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthodes qu'on va voir tout à l'heure. Je vous propose dans cet exemple ici une hiérarchie de classes un peu plus complexe. Alors on a ici comme classe parente ou comme superclasse si vous voulez la classe personne. Cette classe personne, eh bien, elle est caractérisée par deux attributs, un nom, un numéro de téléphone, et puis la classe personne possède une méthode learn. Cette classe, elle a des enfants. Alors, notez bien que les classes parentes ne savent pas qu'elles ont des enfants. Il y a que la relation, elle va que dans un sens. Donc, depuis l'enfant vers le parent n'est pas au courant qu'il a des enfants. Et puis, eh bien, si on regarde les classes enfants ici, on a une classe programmeur-programmeuse, danseur-danseuse et chanteur-chanteuse. Ces classes ici, bien, elles reprennent certains des attributs des parents par héritage. Donc, on voit ici le nom, le numéro de téléphone, tout ça c'est hérité. Et puis, ces classes ici sont spécialisées, comme on a vu tout à l'heure, on est plus bas, donc on est plus spécialisé. Ici, dans cette classe-là, on va avoir le nom de l'entreprise pour laquelle on travaille, et puis une méthode qui va être programmée. Pour la personne qui danse, eh bien, on va avoir
le nom de la compagnie de danse, et puis la méthode dansée, bien entendu, et puis finalement pour le chanteur ou la chanteuse, le nom du groupe, potentiellement on peut chanter, ou on peut aussi jouer de la guitare. Donc voilà comment on spécifie les relations entre les différentes classes, puisque ça nous permet de faire cette programmation orientée objet. On n'a pas besoin de recoder les choses dans les sous-classes, mais on peut spécifier des choses un peu plus complexes et plus spécialisées au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie. Sur ce slide ici, ce que je veux vous montrer, c'est la représentation d'un système informatique qui sert par exemple dans une université. Et puis, on va voir dans ce slide qu'on peut avoir une hiérarchie qui est plus profonde qu'un niveau, puis qu'on peut avoir de l'héritage sur une profondeur plus grande que 1. Donc, si on commence depuis le haut, comme d'habitude, on a une classe personne, comme tout à l'heure. Donc, une personne dans un système universitaire possède un nom, un numéro de téléphone, puis une adresse email. Une méthode possible pour chaque personne, c'est par exemple ici d'acheter une carte de parking. On a comme sous-classe de la classe personne représentée en dessous ici student, un étudiant ou une étudiante possède un numéro d'identification. On peut avoir comme méthode, est-ce que l'étudiant a payé son semestre par exemple. On peut avoir aussi la liste de ses notes. Alors là, on n'a pas représenté dans ce schéma, j'ai pas représenté dans ce schéma les valeurs de retour. On pourrait imaginer que par exemple ici, pour la liste des notes, on pourrait avoir quelque chose comme une liste de doubles, avec dedans la liste des notes par exemple. Si on prend maintenant de ce côté ici, on a le personnel. Le personnel possède des attributs en plus du nom et du prénom, du numéro de téléphone, l'adresse email. On a le numéro de staff, le salaire par exemple, et puis on peut encore spécialiser ces staffs en assistant, qui connaît un certain nombre de langages de programmation, un prof qui a un domaine d'expertise et puis la liste des enseignements qu'il donne, quelqu'un d'administration avec la division dans laquelle il travaille, par exemple le service financier ou le service des commandes. Et là, vous le voyez, ce qu'on a ici, c'est une hiérarchie dans laquelle on a 1, 2, 3 niveaux, et ça s'implémente toujours de la même manière. En parlant d'implémentation, on voit ici les différents types d'implémentation possibles. On a ici représenté sur la gauche l'héritage simple, où une classe B hérite d'une classe A. Vous retrouvez ici sur la droite l'implémentation en regard de la représentation sous forme de diagramme. Donc on a la classe A qui est implémentée comme ceci, et la classe B qui va étendre la classe A. Voilà comment se fait ce mécanisme d'héritage. Quand on a un héritage sur plusieurs niveaux, comme on a ici, avec la classe C qui hérite de B qui hérite de A, eh bien, ce qu'on va implémenter, c'est la chose suivante, tout simplement, B étant A et C étant B. Si on a deux classes, comme dans le cas ici, qui vont hériter de A, tout simplement, on va avoir la classe A qui est implémentée, et B étant A et C étant A. Le cas qui est en dessous, là, bien ce cas-là n'est pas possible en Java. On ne peut pas avoir une classe C qui hérite de deux classes à la fois. On va reparler de ça tout à l'heure. Voilà, donc là, on a en réalité l'usage de comment on utilise le mot-clé extend qui explique tout en réalité sur la relation d'héritage. On a vu comment on pouvait hériter, et on a vu que lorsqu'on héritait, en fait, lorsqu'une classe hérite d'une autre classe, on obtient quelque part dans la classe enfant les attributs et les méthodes. On peut, dans la classe enfant, surcharger la méthode, c'est-à-dire qu'on peut spécifier un autre comportement dans la classe enfant que dans la classe parent pour la même méthode. Alors, je vous propose ici un tout petit exemple qu'on va observer ensemble. Donc, on a une classe qui est la classe adulte, un adulte a un nom et possède une méthode talk. La méthode talk retourne un string, et ici, eh bien, le string qui est retourné, c'est hello, my name is, suivi du nom. La classe child, qui extends adult, c'est-à-dire qui est la classe enfant de la classe adulte, eh bien, lorsqu'il parle, l'enfant, eh bien, ce qui est retourné, eh bien, c'est hey, I'm a child and my name is name. Donc, vous voyez que le comportement ne sera pas le même pour la classe enfant que pour la classe parent.
Je vous propose maintenant qu'on regarde ça un peu plus en détail avec du code dans le slide suivant. Pour montrer le mécanisme de la surcharge des méthodes, ce que j'ai fait ici, c'est définir une classe adulte, comme présenté dans le slide. Et puis, cette classe adulte, elle a un attribut name et une méthode talk qui nous retourne un string qui est simplement composé par hello my name is avec le nom de la personne ensuite. Donc, j'ai aussi défini ici une classe child qui est en adulte, puis qui pour l'instant ne contient aucune surcharge ni d'attribut ni de méthode. C'est donc un clone quelque part de la classe adulte qui est au-dessus. Grâce à ces deux classes, eh bien, je peux créer ici un adulte. Et puis, je peux, par exemple, dire que le nom d'adulte, c'est Pierre-André. Je peux créer un enfant. Avec pour prénom, par exemple, Clémentine. Si maintenant j'appelle la méthode talk sur l'adulte, eh bien, voilà, hello, my name is Pierre-André, sans aucune surprise. Si maintenant j'appelle ça sur la classe enfant, eh bien, c'est le même comportement parce que c'est la même méthode qui est appelée. Je peux maintenant, si je souhaite, redéfinir le comportement de ce qui va se passer dans la méthode de la classe enfant. Pour faire ça, je redéfinis simplement la méthode talk, donc je reprends le même prototype et puis je change le contenu. Alors un enfant, on va imaginer que ça fait pas tout à fait la même chose qu'un adulte lorsque ça parle. On va dire hey, I'm a child and my name is. Et on rajoute le nom. Alors là, vous voyez, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ne voit pas le nom dans la classe child, mais comme on en hérite, en fait, il est quand même accessible. Maintenant, si je fais parler un enfant, eh bien, on va avoir ici, hey, I'm a child and my name is Clémentine. Et si c'est un adulte qui parle, eh bien, on va avoir hello, my name is Pierre-André. Parfois, ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on redéfinit une méthode, on rajoute ce qu'on appelle ici une annotation @override, qui signifie en fait, ces annotations sont destinées au compilateur, puis ça signifie ici je suis en train de redéfinir une méthode qui existe. Alors pourquoi on voudrait dire quelque chose comme ça au compilateur? C'est pour lui dire compilateur, aide-moi, si jamais je me trompe, là je suis en train d'essayer de redéfinir une méthode, mais si je me loupe par exemple dans le prototype, si je dis la méthode talk elle retourne rien, ou bien elle retourne, ou bien, je peux dire ça comme ça, je dis, ok, la méthode talk, elle prend un int en entrée, et en fait, si on fait ça, on n'est pas en train de redéfinir la méthode là où il n'y a pas de int, donc si on dit, j'essaie de redéfinir la méthode qui existe déjà, et puis je prends un int, là le compilateur va me dire, attention, la méthode talk, elle doit surcharger les méthodes qui existent déjà dans le supertype, ce qui n'est pas le cas ici, parce que la méthode, ne redéfinit pas. Donc le override qui est là, il n'est pas obligatoire, mais il nous aide à découvrir ce genre d'erreur. Finalement, on peut aussi constater qu'on a déjà utilisé, sans vraiment y faire très attention, ce mécanisme de surcharge des méthodes. En effet, lorsqu'on écrit public string to string, eh bien en fait, cette méthode qui sert à donner la représentation textuelle d'une classe, eh bien en fait, on est obligé de lui donner ce prototype, et en fait, si je mets ici le override, il n'y a pas d'erreur, donc il existe une méthode dans un des supertypes d'adultes qui définit ce prototype-là. Alors on peut se demander, mais en fait, pourquoi de quel supertype on parle? Parce que adulte hérite de rien. Mais en réalité, toutes les classes, lorsqu'on les écrit comme ça, implicitement, ce qui est donné, c'est que chaque classe extends object, qui est la superclasse de toutes les classes. Comme on le voit ici, vous voyez, la classe object est la racine de la classe hiérarchie, et c'est dans la classe object que définit cette méthode toString. Nous n'avons pas encore parlé du problème des constructeurs en fait. Il faut imaginer que lorsqu'on a une relation de hiérarchie entre deux classes, en réalité, la classe d'en dessous
ce qu'elle fait, c'est simplement créer une instance de la classe du dessus et rajouter des attributs. Donc si on a une relation de hiérarchie entre deux classes, ça veut dire que la classe d'en bas, quand elle crée l'objet de la classe d'en haut, elle doit appeler son constructeur. C'est pourquoi ce qu'on doit faire, on doit toujours, en réalité, toujours appeler le constructeur de la superclasse, ce qui se fait par le mot-clé super, qui est donné ici. Sauf en fait si la superclasse a un constructeur par défaut, auquel cas on n'a pas besoin de faire ça. C'est ce qu'on avait dans l'exemple du rectangle qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ce super doit toujours être la première instruction du constructeur de la sous-classe, parce que la première chose qu'on doit faire, c'est s'assurer que l'instance en fait englobée par la sous-classe est là, existe, pardon. Donc en fait, si on représente l'exemple du rectangle coloré, comme on l'a eu tout à l'heure, en fait, un rectangle coloré, si j'ai un objet rectangle coloré, eh bien, il contient à l'intérieur un rectangle auquel j'ai rajouté simplement un attribut color, color, ici, et c'est pour créer cet objet-là qu'on a besoin du constructeur de la superclasse et qui est fait grâce à super. J'ai ici un exemple un peu plus concret. Donc notre rectangle, ici j'y ai rajouté deux constructeurs. Un premier constructeur là qui prend deux attributs largeur, hauteur, pardon, deux arguments largeur et hauteur qui sont assignés ici vu qu'ils ont le même nom grâce à this devant. Donc c'est this.width parle de cette largeur, le this.height qui est en dessous parle de cette largeur là. Et puis on va assigner là comme vous le connaissez. J'ai fait un deuxième constructeur ici qui prend un seul argument qui est la taille du côté, donc on va créer un carré en fait grâce à ce constructeur là, et parce qu'on va mettre ici, regardez la subtilité, là ce qu'on fait c'est qu'on l'appelle en fait un autre constructeur avec ce this ici, on appelle le constructeur qui se trouve là-haut, avec comme argument pour la largeur et la hauteur, eh bien le côté. Donc ça, c'est le rectangle avec ses constructeurs respectifs. Ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Si maintenant, on rajoute à ça l'héritage, eh bien, on obtient la situation suivante. On a la classe rectangle coloré. Cette classe rectangle coloré, comme vous le voyez ici, elle étend rectangle. Donc, on reprend tous les attributs, comme d'habitude. Et puis, lorsqu'on va définir le constructeur, ici, eh bien, on va devoir, lorsqu'on veut créer un rectangle coloré avec une largeur et une hauteur donnée, on va appeler le constructeur de la superclasse, donc le constructeur de rectangle, avec comme argument width et height, et ça va à quelque part appeler ce constructeur-là. Voilà donc l'appel d'un constructeur à la superclasse.